Bien, bonjour. J'espère que vous avancez bien. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de reprendre la suite de la correction de l'étude de cas restaurant le Boukoutou. Donc, on avait commencé la correction de cette étude de cas la séance passée. Et donc, je fais un bref rappel de ce qu'on avait vu pour enchaîner. Là, on s'est arrêté. Donc, je rappelle que Boukoutou, c'est un restaurant. Il se situe au haut du bourg de Saint-Gobain. C'est en quelque sorte à 20 km du sud-est de la ville de Laon, qui n'est pas loin de Paris, et à 120 km de l'aéroport Charles de Gaulle. Sa forme juridique, c'est une affaire personnelle et elle est managée, elle est dirigée par John Borisovich, qui est un consultant international. Vous vous rappelez tout ça? Très bien. Alors, le problème, on avait vu l'autre fois, c'était le fait que Jori Borisovich était un consultant indépendant qui a travaillé pour de grandes firmes nord-américaines. Un certain jour, quand il a vieilli, quand il a atteint un âge assez avancé, il a décidé de faire autre chose, en quelque sorte de se reposer un petit peu, en ouvrant un restaurant dans la région du haut du bourg de Saint-Gobain. Donc, il passe d'un domaine à un autre. Il était manager, il va devenir restaurateur. Il y a des petits points à examiner ici. Donc, on avait vu que le démarrage du restaurant était satisfaisant. Le taux de satisfaction était satisfaisant au départ. Durant les 3 premiers mois, il servait en moyenne 60 couverts par jour. Durant le 4e et 5e mois, il servait en moyenne 90 couverts par jour. C'est parfait, avec un ticket moyen de 41 euros. Donc le démarrage, moi je dirais qu'il était satisfaisant. Maintenant, si ce démarrage était satisfaisant, à partir du 6e mois, on a commencé à souffrir au sein de ce restaurant, le Boukoutou. Donc le nombre de couverts, il est passé rapidement de 90 à 30 couverts par jour en moyenne. Ça, c'est vraiment le début de la catastrophe. Et donc, partant, je rappelle que John Borisovich, inquiet de la situation, il a décidé de faire appel à vous pour l'aider à connaître les erreurs qu'il a commises lors de l'implantation. Il sait qu'il a commis des erreurs, et donc il faut que les erreurs soient identifiées. Mais pourquoi identifier les erreurs? C'est pour réfléchir sur un plan d'action lui permettant de redresser la situation. Donc, en fin de compte, c'est une situation un petit peu délicate. Il a intérêt à connaître ses erreurs, oui, et réfléchir sur un plan d'action pour lui permettre de redresser la situation. Alors, on avait commencé à faire le diagnostic de la situation pour connaître les erreurs. Et donc, ce diagnostic, je vous ai proposé la dernière fois de le faire à 3 niveaux, côté managérial, côté commercial et côté financier. On a abordé les côtés managérial et commercial. On va aborder tout à l'heure le côté financier, mais je fais un petit rappel de ce qu'on a déjà fait. Donc, sur le plan managérial, on avait vu qu'il y a eu d'abord des erreurs sur le plan stratégique, ensuite des erreurs sur le plan base de management. Sur le plan stratégique, on avait vu que l'ouverture du restaurant a été faite sans aucune passion personnelle. Donc, John Bory, il voulait se reposer, il voulait faire autre chose, donc il a décidé automatiquement l'ouverture d'un restaurant. Il avait confiance en soi, et la confiance, malheureusement, n'exclut pas le contrôle, n'exclut pas le fait d'être rationnel. Donc, l'ouverture du restaurant a été faite suite à une passion personnelle, et par conséquent, aucune étude de marché ni de réflexion stratégique n'ont été menées. Sur le plan base de management,
Les bases de management qui conditionnent quand même la réussite d'un projet n'ont pas été adoptées. Aucune planification, aucune organisation, aucune animation, aucun contrôle n'ont été faits. Et donc là encore, ça explique un petit peu les causes de l'échec. Sur le plan commercial, le diagnostic fait apparaître d'abord, on a déjà vu, je ne fais que rappeler maintenant, qu'il y a eu des erreurs au niveau de l'étude de marché. En quelque sorte, aucune étude préalable de marché n'a été faite. Aucune étude. Jean Bory a décidé de lancer un restaurant, il a lancé le restaurant et c'est terminé. Et ça, c'est mal parti. Ensuite, les caractéristiques et le potentiel des consommateurs de la région demeurent inconnus. Ils n'ont pas fait d'études pour connaître les habitudes de la consommation, les habitudes de déplacement, la structure de la population par âge, par catégorie socio-professionnelle. Rien n'a été fait. Ensuite, aucune enquête de satisfaction n'a été faite. Comme je l'ai dit l'autre fois, des enquêtes de satisfaction doivent être faites pour pouvoir apprécier le niveau de satisfaction de la clientèle. 2 mois après le lancement, 1 mois après le lancement, une première étude, une enquête pour voir comment la clientèle apprécie le service, le repas, etc. Rien n'a été fait. Ensuite, le concept de restauration qui était présenté, il ne s'adaptait pas aux spécificités de la région, qui est une région traditionnelle. Le haut du bourg de Saint-Gobain, c'est une région forestière, à 20 km de la ville de Laon. Bon, Laon, c'est une petite ville, à 120 km de Charles de Gaulle. Là encore, il y a de l'éloignement. Donc, le produit tel qu'on le présente, il ne s'adapte pas aux spécificités de la région, et ça, c'est important. Alors, sur le plan commercial, toujours, je rappelle, concernant particulièrement le volet marketing mix, il y a eu des erreurs à 4 niveaux. C'est au niveau des composantes du marketing mix, le produit, la communication, la distribution et le prix. Sur le plan du produit, on avait vu qu'il n'y a aucune prise en considération de l'offre proposée au niveau de la région par les concurrents. On ne s'est pas attaché à voir ce que propose le concurrent, parce que dans le domaine managérial, il faut regarder les besoins du client, oui, mais regarder aussi ce que propose le concurrent, quelle est la nature du produit, quel est le prix, quelle est la communication, comment le produit est distribué, etc. Alors là, on ne s'est pas occupé de ça. Et on ne s'est pas occupé ensuite des besoins spécifiques de la région. Donc, on ne sait pas exactement est-ce que ce que nous proposons s'adapte aux habitudes de la région ou non. Donc, c'est des erreurs au niveau de la politique de produit. Au niveau de la politique de prix, on avait vu que le ticket moyen, 41 € par personne, est trop élevé. C'est tout à fait élevé. Même en France, les restaurants qui marchent le plus, ce sont les restaurants qui servent des repas en moyenne 15, 16, jusqu'à 20 €, ça marche. Au-delà, ça ne marche pas beaucoup. Ça cible une catégorie de clientèle déterminée qui n'est pas vraiment consommatrice. Alors imaginez ici, on s'installe dans une région forestière et le prix moyen, le ticket moyen, c'est 41 €, c'est élevé. Donc, parce qu'aucune étude de marketing mixte n'a été faite et c'est grave. Au niveau de la politique de communication, là encore, beaucoup d'erreurs ont été faites. Jean Bory a utilisé donc la presse régionale pour pouvoir communiquer sur son restaurant. Non, ça ne marche pas. Il faut utiliser des supports commerciaux pour pouvoir avancer. La presse régionale, elle contient des journaux d'annonces légales, d'annonces gratuites. Et donc, ce n'est pas du tout logique d'utiliser ça pour présenter une affaire commerciale. Il y a d'autres moyens pour ce faire. Au niveau de la distribution, déjà, des erreurs se situent à 2 niveaux. L'emplacement géographique du restaurant, il n'est pas tout à fait bien étudié. C'est un choix qui n'est pas vraiment rationnel. Pourquoi? Parce que le restaurant, il se situe au niveau de la région du Haut, la région, comment elle s'appelle? La région du Haut du bourg de Saint-Gobain, qui est une région en pleine forêt, où il y a des petites et moyennes agglomérations. Elle est à 20 km au sud-est de Laon
et il se situe ensuite à 120 km de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc c'est une région éloignée qui n'attire pas beaucoup de clientèle. Ensuite, toujours au niveau de la distribution, le nom du restaurant a été choisi sans aucune relation avec l'image du produit. Le bouquetot, en cherchant sur le dictionnaire, le bouquetot, ça traduit le petit bois, le bouquet d'arbres. Alors, Jean Bourri, il a décidé d'appeler le restaurant Bouquetot parce qu'il se situe en pleine forêt. Mais qu'est-ce que ça attire comme clientèle? Ça n'a pas beaucoup d'impact sur le plan commercial. Alors maintenant, on s'est arrêté là au niveau de la distribution. Maintenant, on va aborder les erreurs sur le plan financier. Et donc, vous avez, dans le cadre de vos études, au sein de l'école, on vous a souvent dit que lorsque on entreprend un projet, il faut absolument faire l'étude stratégique, l'étude commerciale, l'étude technique. Et la dernière étude, c'est l'étude financière. L'étude financière, ça consiste à tracer le business plan, c'est-à-dire les prévisions de l'évolution de l'affaire sur une période minimale de 5 ans, et ensuite sur le financement de l'affaire, comment ce financement doit être fait. Donc ici, sur le plan financier, on constate qu'aucun business plan n'a été élaboré. Ça, c'est encore méchant. C'est méchant. Ça ne peut pas être accepté venant de la part d'un grand manager international. Aucun business plan n'a été fait. On s'est lancé, John Bourri s'est lancé et c'est terminé. Il n'a pas fait donc de business plan au départ, alors que c'est la base. C'est la base. On ne peut pas avancer si on n'a pas des prévisions faites sur des logiques très très rationnelles. Ça pose un problème. Donc, aucun business plan n'a été élaboré, ce qui n'a permis en aucun cas d'estimer le chiffre d'affaires prévisionnel et les résultats prévisionnels. On est parti sur une base qui n'est pas logique, qui n'est pas rationnelle, et donc on n'a pas fait de business plan et on n'a pas déterminé les estimations de chiffre d'affaires mensuel, de chiffre d'affaires annuel. On n'avait pas d'idée sur le résultat prévisionnel. Et ça constitue une mauvaise approche. Un épicier du coin qui, lui, n'a jamais mis les pieds au sein d'une école de commerce, avant de s'installer, il prend un stylo, un cahier, il essaie d'estimer un petit peu son business plan à sa manière, mais dans tous les cas, il n'avance pas s'il n'a pas la visibilité, s'il ne voit pas clair. Alors ici, on n'a pas fait de business plan. Et donc, on s'est lancé. Par hasard, on a commencé à vendre 60 couverts par jour, ensuite 90. Ensuite, très rapidement, ça a chuté. Et comme je l'ai dit l'autre fois, ça veut dire que les clients qui ont essayé, ils n'ont pas apprécié et ils ne sont plus revenus. On est passé de 60 à 90 parce qu'au départ, dans une région forestière, on se rend compte qu'il y a le lancement d'un nouveau restaurant. Ça nous arrange d'aller voir ceci, cela, cela. Mais dès qu'on consomme sur place, on n'apprécie pas, on ne revient plus, raison pour laquelle on a vu qu'au niveau du 6e mois, c'était la catastrophe. Et donc cette catastrophe a été encore aggravée par le fait que sur le plan financier, il n'y avait pas de business plan, et donc on avançait comme ça. Et ce n'est pas normal. Alors, on attaque maintenant le deuxième point, c'est le plan d'action pour le redressement de la situation. C'est vrai qu'on a vu que John Bourri, il a commis des erreurs sur le plan stratégique, sur le plan commercial, sur le plan managérial. Oui, mais non, ce sont des erreurs qu'il peut rattraper, mais ça coûte quand même. Faire une erreur, ça coûte sur le plan budgétaire. Ça coûte parce que déjà 30 couverts par jour, ça ne lui permet même pas d'atteindre le seuil de rentabilité. À 90, je pense que c'était bon. Mais 30 couverts par jour, qui a tendance à se réduire un petit peu, avec ça, il va être loin du seuil de rentabilité
et donc il aura à payer quand même le prix des erreurs. Mais comme disent les premiers, il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Donc on va essayer de réfléchir ensemble sur un plan d'action pour lui permettre de redresser la situation. Donc comme vous le voyez, le plan des actions pour lui permettre de redresser la situation, il va s'articuler autour de 4 volets: le volet stratégique, le volet managérial, le volet commercial et le volet financier. D'accord? C'est les volets que nous avons examinés lors du diagnostic. Alors, d'abord, sur le plan stratégique. Sur le plan stratégique, il faut redémarrer à partir de zéro. Dans tous les cas, concernant tout le plan d'action, il faut redémarrer à partir de zéro. C'est comme si l'affaire n'avait pas été créée. Il faut donc commencer par, sur le plan volet stratégique, il faut mener une étude de marché approfondie auprès de la clientèle actuelle et potentielle. Ça, c'est nécessaire. Mener une étude de marché auprès de la clientèle actuelle, la clientèle potentielle qu'on aura tendance à avoir. Dans quel objectif on va faire ça? C'est dans l'objectif de déduire les orientations sur le plan stratégique. Je ne peux pas découvrir les meilleures orientations si je ne fais pas une étude concernant la clientèle actuelle et potentielle. Je dois absolument connaître la clientèle actuelle, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle veut, quel prix elle peut payer. La clientèle potentielle, c'est pareil. Donc, il faut, le marketing, c'est quoi? C'est l'étude du marché. C'est le fait d'étudier le marché pour proposer un marketing mix adapté. Le marketing mix adapté, c'est le produit qui est adapté, le prix qui est adapté, la communication qui est adaptée et la distribution qui est adaptée. Ça, ce sont les bases du marketing. Ce sont les bases du management. Moi, je suis vraiment déçu de me rendre compte que une affaire qui est créée par un consultant international ne répond à aucun des critères de management. Aucun. Ça, c'est pas normal. Dès qu'on décide de faire quelque chose, il faut quand même se mettre sur les rails, faire les études qu'il faut et bien sûr profiter de son expérience pour avancer. Mais dire, moi j'ai de l'expérience, je n'ai pas besoin de faire l'étude, je sais ce que je fais, non, ce n'est pas normal. Donc sur le plan stratégique, il est nécessaire de mener une étude de marché approfondie auprès de la clientèle actuelle et potentielle dans le but de déduire les orientations sur le plan stratégique. Alors, cette étude de marché que je vous propose, à quoi elle va servir? Cette étude de marché, elle doit répondre à un certain nombre d'objectifs. L'étude de marché que John Burry doit faire, ou bien que nous devons faire pour lui, elle doit permettre de connaître d'abord le tissu économique de la région du Haut-Faubourg. Cette région économique du Haut-Faubourg, il faut absolument qu'on arrive à la connaître. Les catégories socio-professionnelles des gens qui habitent, qui travaillent au sein de la région du Haut-Faubourg. Les activités dominantes, pour qu'on puisse faire ressortir un petit peu le niveau de vie, comment il est. Ensuite, deuxième élément dans le cadre de l'étude de marché, il faut arriver à connaître les types de restaurants les plus fréquentés dans la région du Haut-du-Bourg. Quels sont les restaurants installés et quels sont les types de restaurants qui sont les plus fréquentés. Tout à l'heure, on a vu dans le diagnostic que parmi les erreurs de John Burry, c'est qu'il a proposé des produits non adaptés aux spécificités de la région. Il faut qu'on arrive à connaître dans l'étude de marché, en conséquence, il faut qu'on arrive à connaître dans l'étude de marché les types de restaurants les plus fréquentés, les plus demandés. Qu'est-ce qu'ils offrent? À quel prix ils offrent? Comment ils font pour distribuer? Et ainsi de suite. Un autre objectif à travers cette étude de marché, c'est de connaître le circuit de distribution adopté. Comment on arrive à faire pour mettre le produit à la disposition du client.
Est-ce qu'on fait la livraison à domicile? Est-ce que le client vient sur place? Ben, il faut voir un petit peu l'étude, qu'est-ce qu'elle donne. Les habitudes de consommation. Les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Comment ils préfèrent manger? Quel type de repas ils préfèrent avoir? Comme je disais la dernière fois, ben, les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes, soit sachant que nous sommes à Montpellier et que nous sommes à Paris. Ce sont deux régions différentes, ce n'est pas la même chose. Les repas préférés, là encore, c'est l'étude de marché à travers une enquête auprès d'une clientèle déterminée, actuelle, potentielle. Quels sont les repas préférés? Les services annexes souhaités par la clientèle actuelle et potentielle, c'est important. Cette clientèle, de quoi elle a besoin? En plus de la restauration, exemple, salle de conférence, salle de formation, salle de jeu, ça pouvait vraiment apporter énormément, compte tenu de la situation géographique de la région, du restaurant. Le restaurant, il est installé dans une région pratiquement de forêt, il n'est pas loin d'une petite ville. Organiser une conférence sur place, organiser des formations sur place, c'est merveilleux. Ça, c'est les conditions de base pour assurer la réussite de l'action. Ça, c'est important. Il faut qu'on arrive à connaître à travers l'étude de marché quels sont les services souhaités par la clientèle. Si la majorité de la clientèle stipule ces éléments-là, des salles de conférences, de formation, de jeux, ça peut être vraiment important. C'est vraiment la base qui va attirer la clientèle vers la consommation au sein du restaurant. Si on a des salles de conférences, de formation, ça va entraîner automatiquement la consommation de repas, c'est parfait. L'étude de marché doit permettre aussi de savoir le niveau de prix susceptible d'être accepté. On avait vu que le prix moyen du repas c'est 41 €. Je reste persuadé que c'est excessif, que c'est élevé. Et donc l'étude de marché va nous permettre de voir quelle est la fourchette moyenne de prix à appliquer par repas au niveau de ce restaurant. Les types de concurrents, là encore, il faut les connaître, voir ce qu'ils font, comment ils font, quel est le résultat. Donc vous voyez que l'étude de marché, elle est vraiment capitale. On n'a pas le choix, il faut absolument avancer dans ce cadre. Donc l'étude de marché, on a vu, elle va permettre de maximiser, de maîtriser l'étude de marché. Une fois qu'elle est faite sur ces bases, elle va permettre de maîtriser le marché actuel et potentiel, de maîtriser les besoins de la clientèle. On ne peut pas continuer à monter des affaires sans aucune étude préalable. L'étude de marché, c'est vraiment la pièce maîtresse, c'est la base, c'est vraiment la base. Si elle est faite dans les meilleures conditions, elle va nous permettre de tirer beaucoup de conclusions, et les conclusions, ça constitue des réponses aux besoins de la clientèle. C'est vraiment des réponses aux besoins de la clientèle. On ne va pas faire du n'importe quoi lorsqu'on fait de l'étude de marché. On sait qu'on est là pour répondre à un besoin, et le besoin précis, c'est celui-là concernant le produit. Le besoin concernant le prix, communication, distribution, et donc le marketing, c'est un marketing mix, c'est un mixage des 4 P, produit, prix, communication, distribution, et donc il est entrepris à travers cette phase étude de marché qui est primordiale. D'accord? Alors maintenant, quels sont les moyens pour faire de l'étude de marché? L'étude de marché, il y a plusieurs moyens pour la faire. Il faut qu'on arrive à connaître ceci. Il y a énormément de recherches en marketing, énormément d'efforts faits par les spécialistes en marketing, et globalement, je peux dire qu'il y a 3 moyens pour faire l'étude de marché. Des études documentaires, des études quantitatives et des études qualitatives. Alors, je m'explique. Les études documentaires, ça consiste à quoi? À quoi faire? Ça consiste à rassembler le maximum d'informations existantes à partir de fiches, à partir de diverses sources. Fichiers clients,
réclamation et suggestion, rapport d'organismes professionnels, études universitaires. Donc, les études documentaires, c'est le fait d'exploiter ce qui existe déjà. Il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas le sous-estimer. Il y a beaucoup d'études intéressantes qui sont faites par des organismes professionnels qui sont rattachés au ministère de l'économie et des finances, au ministère de commerce, au ministère des affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur, beaucoup d'études qui sont faites au sein d'universités, beaucoup d'études qui sont faites par le CGEM, par les banques. Donc en fin de compte, l'information, elle existe. Il faut la rechercher. Donc le premier moyen pour pouvoir faire l'étude de marché, c'est les études documentaires. Ça consiste à rassembler le maximum d'informations à partir de sources existantes, comme j'ai dit il y a un instant, à partir de fichiers clients, réclamations, suggestions, rapports d'organismes professionnels. Donc le deuxième moyen pour faire l'étude de marché, c'est des études quantitatives. Alors en quoi consistent les études quantitatives? C'est des études faites sur la base d'enquête par questionnaire. Je prépare un questionnaire et je le transmets par les réseaux sociaux à la population visée. Croyez-moi, le taux de réponse dans ce genre de choses, il est relativement élevé. Parce que, en tant que particulier, vous recevez un questionnaire avec une introduction très sympathique, vous demandant de répondre par la voie de questions fermées à des questions. Vous consommez 5 à 10 minutes de votre temps. Vous avez le questionnaire déjà rempli, vous le transmettez par la voie de réception et ça marche. Ça marche. Je connais une étudiante en médecine qui était en train de préparer sa thèse de doctorat en médecine. Elle a fait une étude quantitative auprès d'une population déterminée. Sur les 1500, 1600 questionnaires qu'elle a adressés à travers les réseaux sociaux à la population concernée, elle a reçu au moins entre 1000 et 1100 questionnaires exploitables. Et ça lui a permis de dégager de très bonnes conclusions qui ont permis d'avoir son doctorat en médecine avec la mention très bien. Donc en fin de compte, ce n'est pas difficile. C'était difficile lorsque on envoyait les questionnaires par la voie postale. Lorsqu'on envoie le questionnaire par la voie postale, il met déjà 3 jours pour arriver au destinataire. Le destinataire, il le reçoit, il n'a pas le temps, il met du temps pour répondre. Ensuite, pour répondre, il faut qu'il le reposte. Il faut encore 3-4 jours délai de transmission via la poste. Et donc, en fin de compte, ce n'était pas facile. Mais à travers les réseaux sociaux, ça va vite. Et une étude quantitative, ça permet de tirer énormément de conclusions. Donc on avait vu qu'il y a 3 moyens pour faire l'étude de marché. L'étude documentaire, l'étude quantitative et la 3e catégorie d'études, c'est les études qualitatives. Les études qualitatives, elles ne sont pas faites à travers des enquêtes par questionnaire, mais à travers des entretiens et à travers des techniques d'observation et des tests. Les entretiens, les techniques d'observation et des tests. C'est des études, comme l'on l'indique, qualitatives. On cherche à interroger le minimum de gens, mais de gens ciblés pour pouvoir avoir des réponses d'un grand niveau. Exemple, moi je fais une étude sur le financement des entreprises, je consulte des directeurs généraux de banques, je consulte des directeurs, des présidents, je consulte des directeurs financiers de grandes entreprises, des directeurs généraux de grandes entreprises. Et donc c'est une dizaine d'entretiens avec de grands responsables. Ça permet de donner de très bonnes conclusions. Donc l'étude de marché en elle-même, on a vu les bases de l'étude de marché, sur quoi doit porter l'étude de marché. On avait aussi quels sont les moyens pour faire l'étude de marché. D'accord? Donc il y a 3 moyens: étude documentaire, étude quantitative et étude qualitative. Donc les 3 moyens sont complémentaires.
Je ne peux pas dire que les études qualitatives sont plus intéressantes que les études documentaires ou les études quantitatives. Les trois natures d'études sont complémentaires, l'une complète l'autre. D'accord? Alors, une fois que on fait l'étude de marché, on va passer aux orientations sur le plan stratégique. Quelles sont les orientations que nous allons proposer à John Burry sur le plan stratégique, sur la base de l'étude de marché qui a été faite? Ok? Donc, c'est comme le cas d'un médecin. Lorsque je dois voir un médecin, la première des choses qu'il fait, c'est le diagnostic. Soit qu'il fait un diagnostic personnel, soit qu'il demande à ce que le diagnostic personnel soit accompagné d'un diagnostic à travers des analyses médicales. Dans tous les cas, une fois qu'il fait le diagnostic, il va prescrire une thérapie, il va prescrire un traitement. C'est ça ce que nous faisons. On a fait le diagnostic à travers l'étude de marché. Le deuxième élément, c'est les orientations sur le plan stratégique. Quelle est la thérapie qu'on doit proposer? Alors, ce qu'on doit proposer, il se base sur les conclusions de l'étude de marché. Alors, ces conclusions de l'étude de marché, ils permettront de se positionner sur un certain nombre, sur l'un des axes que je veux présenter. Alors, on a fait l'étude de marché, donc on a le choix devant trois stratégies en fin de compte. On a le choix devant trois stratégies. La stratégie 1, c'est de rester dans la région du Haut-du-Bourg en cherchant à adapter les éléments du marketing mix aux spécificités de la région. J'ai fait l'étude de marché. On va proposer à John Burry la première stratégie, c'est de rester dans la région du Haut-du-Bourg, mais en cherchant à adapter les éléments du marketing mix aux spécificités de la région, c'est-à-dire le produit, le prix, la communication, la distribution. Je reviendrai sur ça dans un instant. La stratégie 2, on va lui proposer de s'installer dans une autre région, plus prometteuse. Donc, on va lui proposer d'aller ailleurs. On doit lui proposer de s'installer dans une région plus prometteuse en cherchant à adapter les éléments de marketing mix aux spécificités de la région. Ce n'est plus la région du Haut-du-Bourg, mais une région autre, exemple, la région de Grenoble, exemple, où on fait beaucoup de ski, la région de Montpellier, où il y a il y a la plage, les gens séjournent pendant un certain moment. Donc, la stratégie 2, c'est de s'installer dans une deuxième région. La stratégie 3, c'est d'abandonner complètement le domaine d'activité restauration. Complètement. Donc, en fin de compte, on va lui proposer trois stratégies et bien sûr, on ne va pas décider à sa place. On va lui laisser le moyen, l'occasion de choisir quelle est la stratégie qui s'adapte le mieux à ce qu'il veut. Bien sûr, chaque fois qu'on propose une stratégie, on va justifier notre raisonnement. Donc, trois stratégies, soit qui reste dans la région du Haut-du-Bourg en cherchant à adapter les éléments du marketing aux spécificités de la région, soit il s'installe dans une autre région plus prometteuse en cherchant à adapter les éléments du marketing aux spécificités de la région, soit il abandonne le domaine de la restauration pour qu'il aille ailleurs. On commence par la stratégie 1. Je précise que John Burry, on va lui proposer le choix entre ces trois stratégies et à charge pour lui de choisir la stratégie qui lui permettrait d'avancer au mieux. Donc la stratégie 1 on va proposer, c'est le fait qu'il reste dans la région du Haut-du-Bourg, mais en cherchant à adapter les éléments du marketing mix aux spécificités de la région. On ne peut pas rester comme ça, il faut adapter d'abord le produit. Il faut adapter la restauration au goût, aux habitudes, aux catégories socio-professionnelles. Comme j'ai dit, on ne consomme pas de la même manière si on est au Haut-du-Bourg comme si on est à Paris, ce n'est pas la même chose. Donc le produit doit être adapté au goût, aux habitudes
des différentes catégories socio-professionnelles. Ensuite, le deuxième élément concernant le produit, l'ouverture de salles, de tenues de conférences, de séminaires, de jeux, un peu d'animation musicale, ça fait partie du produit. Produit, une restauration adaptée aux goûts, aux habitudes. Deuxième élément du produit, l'ouverture de salles, de tenues de conférences, de séminaires, de jeux, avec de l'animation musicale. Ça c'est le moyen d'attirer le maximum de clients et c'est le moyen de les pousser une fois qu'ils sont sur place à la consommation. On est toujours dans la stratégie 1. Le prix, il faut pratiquer une politique de prix différenciée. Haut de gamme, moyen gamme, bas de gamme. Il ne faut pas cibler la clientèle haut de gamme uniquement. Il ne faut pas cibler la clientèle moyen gamme. Il ne faut pas cibler la clientèle bas de gamme. Il faut appliquer une politique différenciée. Moi, je consomme, je demande un petit sandwich. Bon, je paye 7-8 euros. Je demande un grand repas. Je paye 36-40 euros, pourquoi pas. L'essentiel, c'est qu'il faut diversifier l'offre pour avoir une clientèle plus intéressante. Sur le plan communication, toujours on est dans la stratégie 1, il faut adapter la communication à la cible de clientèle retenue. On ne peut pas s'adresser à la clientèle haut de gamme en utilisant les journaux d'annonce légales. Non, il faut utiliser des supports appréciés par la clientèle haut de gamme. Des messages Internet, de la publicité sur les lieux de vente, de la publicité dans les boîtes à lettres, etc. Il faut adapter la politique de communication à la cible. La distribution, là encore, il faut chercher à servir sur place, à domicile, par tous les moyens. Dans tous les cas, au niveau de la stratégie 1, le travail consiste à rester dans la région du Haut-du-Bourg, tout en cherchant à adapter les éléments marketing mix aux spécificités de la région. Ça peut sembler être une stratégie bonne, après avoir, bien sûr, fait l'étude de marché qu'on vient de voir et qui permet de conclure sur tous les aspects commerciaux de l'affaire. Alors la stratégie 2 qu'on va proposer à Jamboree, il aura à choisir, c'est le fait de s'installer dans une autre région plus prometteuse. Donc changer d'installation. Exemple, comme j'ai dit, la région de Grenoble, la région de la Grande Motte, pas loin de Montpellier, c'est une zone où il y a vraiment une belle plage, où il y a beaucoup de résidences touristiques, il y a énormément de choses à faire. Donc s'installer dans une région plus prometteuse en cherchant à adapter les éléments marketing aux spécificités de la région. Ça, c'est toujours une règle. Je m'installe ici, je dois adapter les éléments de marketing mix aux spécificités de ma région. Je m'installe ailleurs, il faut adapter. Donc la stratégie 2, ça consiste à s'installer dans une région autre que la région du Haut-du-Bourg. C'est une région plus intéressante en cherchant à adapter effectivement les éléments de marketing mix aux spécificités de la région. Le produit, il faut donc une restauration adaptée au goût, il faut des services annexes adaptés aux besoins de la clientèle, avec toujours de l'animation musicale. Les prix, il faut une politique de prix adaptée aux spécificités, aux besoins de la clientèle. La communication, il faut que ce soit une communication vers les moyens de communication les plus adaptés. Et la distribution, il faut là encore que ça soit adapté. Alors la troisième stratégie, je rappelle que Jamboree aura toujours à choisir, c'est d'abandonner le domaine d'activité restauration pour pouvoir se lancer ailleurs. Nous n'oublions pas que Jamboree, c'est quelqu'un qui a une grande expérience dans le domaine du consulting. Donc c'est son domaine, il est au courant de tout ce qui marche, tout ce qui ne marche pas. Il peut réfléchir sur un autre domaine. Et donc là, on lui propose, s'il décide d'abandonner complètement, de mener une réflexion stratégique sérieuse qui vise à étudier l'opportunité de se lancer dans un autre projet. C'est ça l'élément important. Si il n'a pas réussi dans un projet, ce n'est pas méchant. L'essentiel, c'est de savoir se remettre en marche et de redresser la situation.
Donc la stratégie 3, elle consiste à aborder le domaine de restauration tout en menant une réflexion stratégique sérieuse qui vise à étudier l'opportunité de se lancer dans un projet. Bien sûr, à travers 4 volets, il faut étudier le volet stratégique, commercial, managérial, financier. Et bien sûr, avant tous ces volets-là, il faut partir de l'étude de marché. Exemple, il veut se lancer dans un domaine autre que la restauration, il faut qu'il fasse une étude de marché concernant ce domaine, conformément aux orientations qu'on avait vues il y a un instant. On ne peut pas se lancer, ça c'est sûr, on ne peut pas se lancer dans un projet si on n'a pas fait d'études sérieuses de marché. D'accord? Donc, on va proposer à John Bory le choix entre les 3 stratégies et à charge pour lui de décider quelle stratégie il va entreprendre. Soit, je rappelle, soit qu'il va rester dans la région du Haut-du-Bourg en cherchant à adapter les éléments de marketing des mix aux spécificités de la région, soit qu'il va s'installer dans une autre région plus prometteuse en cherchant toujours à adapter les éléments de marketing aux spécificités de la région, soit qu'il abandonne complètement le domaine d'activité de la restauration pour mener une réflexion sérieuse sur un autre projet dans un autre domaine d'activité. Mais tout ça, c'est conditionné par la phase étude de marché qui est une phase primordiale. D'accord? Donc, en fin de compte, le volet managérial qui consistera à planifier, organiser, animer, contrôler, il découlera de la stratégie suivie. Stratégie 1, stratégie 2, stratégie 3. John Bory, il va choisir entre l'une des 3 stratégies. Par conséquent, il doit adopter le volet managérial qui s'adapte à la stratégie, c'est-à-dire un système de planification adéquat, un système d'organisation de l'entreprise adéquat, un système d'animation et un système de contrôle adéquat. On ne peut pas lancer l'affaire sans qu'il y ait un système de management. D'autant plus que les composants du marketing mix doivent être adaptés à chaque stratégie. John Bory, s'il opte pour la stratégie 1, il doit mettre en place les éléments du marketing mix adaptés. S'il opte pour la stratégie 2, c'est pareil. Des éléments de marketing mix adaptés. S'il opte pour la stratégie 3, là encore, il doit mettre en place des éléments de marketing mix adaptés. Et je rappelle que les éléments de marketing mix, ça concerne la politique de produit, le prix, la communication et la distribution. Tout ça, il doit être fait dans l'objectif de maximiser les chances de réussite. C'est facile de créer une entreprise. Créer une entreprise, ça demande quelques jours, mais ce n'est pas facile d'assurer la bonne marche de l'entreprise. Et donc, moi je préfère dépenser plus de temps et d'argent et de lancer l'entreprise sur de bons rails que dépenser moins de temps et moins d'argent et de lancer une entreprise qui va déposer son bilan quelques mois plus tard. Ça, c'est une raison pour faire une bonne étude de marché au préalable. Alors, en dernier lieu, il ne faut pas oublier le volet financier. Le volet financier, il consiste à établir un business plan. Le business plan, il doit être établi au moins sur une période de 5 ans. Le business plan, c'est les prévisions d'activité. On doit les faire sur une période qui va de l'année 1 à l'année 5 au moins, sinon plus. Moi, je connais des entreprises qui font des business plans sur 10 ans. Et bien sûr, ce sont des business plans ajustables. Chaque année, on ajuste en fonction de l'évolution de la conjoncture, en fonction de beaucoup d'éléments pour pouvoir mettre à jour. Donc le business plan, il est vraiment important. Il ne faut pas faire l'étude de marché, uniquement l'étude de marché, l'étude stratégique, l'étude commerciale. Une fois qu'on est d'accord, on est convaincu, on passe pour faire le business plan sur une période de 5 ans. Donc je rappelle que le business plan, c'est un tableau dans lequel on fait apparaître les éléments clés. D'abord le chiffre d'affaires de l'année 1, 2, 3, 4 et 5.
quel est le chiffre d'affaires prévisible sur 5 ans. Et bien sûr, le chiffre d'affaires, on ne va pas le prévoir comme ça. On va le prévoir sur la base d'études sérieuses. Les achats de matières premières. Donc le chiffre d'affaires moins les achats, ça donne une première marge. Ensuite, sur les 5 ans, ensuite on prévoit les différentes charges d'exploitation, charges de personnel, charges financières, charges diverses, amortissement. Donc, chiffre d'affaires moins les achats moins les charges, ça donne le résultat. Les impôts, résultat net et cash flow. Donc en fin de compte, ce n'est pas difficile. L'essentiel, c'est de prévoir un business plan sur une période de 5 ans pour pouvoir avoir une grande visibilité. Si on fait l'étude de marché, l'étude stratégique, l'étude commerciale, mais on ne fait pas de business plan, on ne sait pas est-ce que ce qu'on a fait va nous amener vers la réussite ou non. Et donc le business plan, il est vraiment nécessaire. Et bien sûr, de telles actions, ils vont permettre à Jamboree de maximiser les chances de réussite. Je ne peux pas vous dire sur la base de tout ce qu'on a proposé, Jamboree doit être sûr qu'il va réussir. Non, mais il y a le management personnel, il y a l'animation, il y a le comportement du manager, il y a la motivation. Tout ça, ça rentre. Je peux lancer une affaire sur des bases très sûres, mais lors du management, mon management des ressources humaines n'est pas bon. Les gens ne sont pas contents, les gens arrivent à peine, ils travaillent quelques mois, puis ensuite ils démissionnent. Ça, c'est mauvais et ça entraîne la chute du chiffre d'affaires et donc la catastrophe. Donc ce sont les bases, nous avons proposé les bases, bien sûr, mais ces bases restent conditionnées par une bonne politique de management dans l'entreprise. Et la politique de management dans l'entreprise, c'est à travers 4 volets: la planification, l'animation, l'organisation et le contrôle. Ok? Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Dans tous les cas, c'est une étude de cas très 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 enrichissante. Elle nous a permis de faire le tour sur beaucoup d'éléments. Elle nous a permis de tirer des conclusions. Et comme disait un écrivain américain qui a vécu lors de la période 1910-1970, ça fait un bout de temps, qu'est-ce qu'il a dit dans l'un de ses ouvrages? Un gagnant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va faire quand il va perdre. Je répète, Eric Berne, il a vécu de 1910 à 1970, avait écrit dans l'un de ses ouvrages: un gagnant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va faire quand il va perdre. Ce n'est pas grave. J'ai essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Il ne faut pas vraiment être pessimiste. Il faut se remettre à travailler et se dire: j'ai fait des erreurs, je vais me corriger et voilà ce que je vais faire. Donc, soyez quand même optimiste, soyez courageux et ça marchera à merveille. Ok? Donc, avec ça, on aura terminé donc la correction de l'étude de cas que je vous ai proposée. J'espère que vous ayez tiré toutes les conclusions et j'espère que dans votre vie professionnelle, vous ferez le nécessaire pour éviter ce genre d'erreur qui a été commise par Jamboree, un grand consultant indépendant. Ok? Très bien. Il nous reste à peu près 10 minutes. Donc 10 minutes, je vais la consacrer à vous rappeler un document important que je vous ai demandé de travailler. C'est le document sur la conception et la gestion des offres. Donc j'ai déposé ce document sur la plateforme en début du mois d'avril. Je vous ai demandé de lire ce document, de préparer une synthèse sur une dizaine de pages et de déposer sur la plateforme. Comme d'habitude, malheureusement, tout le monde n'a pas fait le travail. Écoutez-moi, c'est clair. Ceux qui font le travail, qui ont fait le travail, ils auront la note qu'il faut. Ceux qui n'ont pas fait le travail, ils auront la note 0, c'est automatique.
Dans tous les cas, le travail devait être fait et déposé sur la plateforme avant un délai déterminé. Ceux qui ne l'ont pas fait, ce n'est pas normal. Et dans tous les cas, je vous conseille tous à ne pas oublier ce travail, parce que lors du contrôle oral, vous aurez des questions sur tout ce qu'on aura fait, même sur l'étude de cas, et aussi même sur ce document qui est intéressant. Donc vous pouvez avoir des questions qui se rapportent à ce document. Donc ce document, il faut le lire, le comprendre, même si vous avez fait la synthèse, il faut pas le perdre de vue, il faut le lire, le comprendre pour pouvoir discuter de ses conclusions. N'oubliez pas que ce document, c'est un document qui est extrait d'un ouvrage très important. Je l'ai mis en bas de page, Marketing du tourisme et de l'accueil, qui est écrit par Kotler, Bowen et Mackenzie. Et donc les objectifs à travers le document Conception et gestion des offres que je vous ai remis, c'est de présenter les offres dans le secteur du tourisme et de l'accueil. Comment présenter les offres dans les secteurs du tourisme et de l'accueil? Comment expliquer quels sont les éléments essentiels de la conception d'une offre? Le document vous permet de comprendre quels sont les éléments essentiels sur lesquels vous devez vous baser pour concevoir une offre. Le document vous permet de comprendre comment analyser la notion de marque dans le tourisme de l'accueil. Le document vous permet aussi d'expliquer, de comprendre comment expliquer le processus de développement d'une nouvelle offre, comment on peut développer une nouvelle offre. L'offre, je l'ai lancée aujourd'hui, comment arriver à la développer. Enfin, il permet encore de comprendre comment adopter la notion du cycle de vie au tourisme et à l'accueil. Donc chaque produit, chaque service a un cycle de vie, comment adapter ça au niveau du secteur du tourisme. Donc le document, il est vraiment très intéressant. Si vous ne l'avez pas consulté, il faut le lire, il faut comprendre. Ça pourra constituer quand même un élément de discussion. Ça peut faire l'objet de questions dans le cadre du contrôle oral que vous aurez, Inch'Allah, à subir. Voilà, j'espère que les choses se sont bien déroulées. Je compte sur votre dynamisme, sur votre effort pour que le reste soit fait dans les meilleures conditions. Et donc, je rappelle encore une fois que vous avez à présenter donc votre travail sur l'hôtel d'accueil et sur la réalisation à partir de ce travail d'un diagnostic approfondi, un plan de développement stratégique. Au plus tard, le 28 juin, vous devez déposer le travail sur la plateforme parce que par la suite, vous allez le soutenir. Et donc, je compte sur vous pour faire un travail personnel sans aucune tolérance de plagiat, de sorte à ce que vous pouvez avoir donc une bonne note. Donc, faites du bon travail, vous serez quand même bien servi. Préparez-vous à l'oral qui aura lieu par la suite. Et donc, l'essentiel, c'est d'avoir la tête qui est bien faite et non pas la tête bien pleine. Alors, sur ce, je vous remercie de votre attention et j'espère encore une fois bon courage. À bientôt.